Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière puisque je vais vous faire des petites recommandations de science-fiction. Science-fiction accessible quand on n'a pas trop l'habitude, je pense, selon mes critères. C'est parti, on y va. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de parler de science-fiction qui serait pour débutants. Je mets des gros guillemets parce que ça veut tout et rien dire, mais en tout cas peut-être quand on n'a pas trop l'habitude d'en lire et qu'on a peur de se perdre parce qu'il y a énormément de références, parce que c'est pas toujours simple la science-fiction, c'est un pas à prendre quand on s'y met. Après c'est de plus en plus facile et c'est comme pour tous les genres en fait, hein, je pense qu'il n'y a pas... Voilà, c'est un peu normal. Mes critères, c'était en gros qu'il n'y ait pas de concept scientifique hyper compliqué, hyper élaboré, et que finalement l'histoire de science-fiction soit un contexte, pas juste une excuse, mais un réel contexte, mais que ce soit des histoires qui parlent aussi d'autres choses, et peut-être de choses plus simples, plus accessibles, auxquelles on a peut-être plus l'habitude d'être confronté dans un peu tous les genres de littérature de manière générale. C'est parti, on y va avec le premier livre. Je vais commencer avec un livre extrêmement connu, d'ailleurs ce n'est pas un livre, c'est une saga extrêmement connue, saga de young adult, saga de science-fiction, space opéra, planète opéra, un peu aussi selon les tomes, qui a un très gros succès aux États-Unis, en France. Je vous parle bien entendu de la saga Skyward de Brandon Sanderson, saga en 4 tomes prévus je crois, plus un espèce de recueil de nouvelles. C'est pas le plus court de la sélection concrètement, c'est même sûrement le plus long, mais c'est une saga de science-fiction qui a le très grand avantage pour moi d'être extrêmement accessible, extrêmement simple. On a les grands critères de la science-fiction, un peu comme on s'y attend de manière un petit peu cliché, je pourrais dire. Donc les vaisseaux, les guerres entre les différentes espèces dans l'espace, bref, il y a vraiment un peu les gros clichés de la science-fiction, mais de façon très claire, très accessible et avec la plume de Brandon Sanderson qui est extrêmement addictive, qui vous conduit là où il le souhaite sans que vous le sentiez venir, c'est-à-dire qu'il arrive à vous mettre toute une situation en place, à vous retourner le cerveau et en même temps c'est logique, c'est cohérent, ça sort pas de nulle part, c'est bien fait. Ça se lit vraiment très très bien. Les tomes sont assez gros, hein, Sanderson quoi, mais ça se lit super bien. C'est vraiment très simple, c'est beaucoup plus simple à lire je pense que par exemple Rochard qui est une grosse saga de fantasy. Vraiment là on est sur du young adult, mais du young adult qui bien qu'il soit assez jeunesse par certains aspects, malgré tout n'est pas non plus dans les clichés young adult. Pour moi, c'est un très bon compromis entre de la science-fiction young adult et de la science-fiction adulte. Et il y a tout ce qu'on peut attendre dans de la science-fiction, mais très bien fait, très accessible. Je suis, enfin du moins j'étais, parce que ça commence à changer un petit peu, je faisais partie de ces personnes qui n'aimaient pas du tout ce qui avait rapport avec l'espace, les vaisseaux et compagnie, parce que j'avais un peu ce cliché Star Wars en tête. Il faut savoir que moi je n'aime pas du tout Star Wars, désolée, c'est un truc qui m'a pas plu, enfin je sais pas, j'ai jamais accroché, ni avec la première trilogie, ni avec la deuxième, ça ne m'a jamais plu, et ça m'a donné de très gros a priori sur la science-fiction, qui était évidemment très faux, et Star Wars ne représente pas du tout la science-fiction, mais soit. Et Skyward a été la première saga qui m'a réconciliée avec non seulement ce genre, mais aussi avec ces tropes très précis, de space opéra, de planète opéra. Donc en gros, très rapidement, on suit Spenza qui est une jeune fille, une adolescente, qui est la fille d'un militaire qui était très connu, très renommé, et elle a été un peu rejetée par sa communauté parce que son père a trahi. Donc on est aussi un peu dans du post-apo puisque l'humanité a subi une espèce d'exode, une partie de l'humanité s'est posée sur une planète qui s'appelle Détritus, qui est une espèce de planète où on ne voit pas le ciel parce qu'il y a des détritus qui volent autour de la planète, donc des espèces de bouts, de vaisseaux, de métal, etc., qui sont constamment au-dessus de la planète, donc on voit pas le ciel, on voit pas les étoiles, très très peu, et Spencer est donc dans ce contexte-là, et elle veut, de toutes ses forces, devenir à son tour une pilote pour, je sais pas si redorer le blason de son père, c'est vraiment ça, mais plutôt pour retrouver une place dans cette société et pour prouver qu'elle n'est pas... déjà prouver qu'ils se sont trompés à propos de son père parce qu'elle en est persuadée, elle est persuadée qu'il n'a pas trahi et qu'il y a autre chose, mais aussi pour avoir sa place. Et évidemment, les personnes les mieux considérées dans cette société, c'est les pilotes, puisque ce sont ceux qui prennent le plus de risques, qui se battent constamment contre l'espèce d'attaque d'extraterrestres qui arrivent fréquemment, etc.
Donc ça c'est le contexte de base, elle va dans le premier tome, ça va tourner dans le premier tome autour de ça, de son combat pour devenir pilote, et ensuite ça va évoluer bien évidemment. C'est vraiment très chouette, c'est hyper addictif, c'est très surprenant, c'est vraiment du très bon Brandon Sanderson, mais très accessible, dans le sens où on a les personnages qui évoluent, qui sont intéressants, qui sont attachants. On a tout le côté humoristique, plus léger qui fonctionne très bien. On a aussi tout ce contexte de guerre que Sanderson maîtrise très bien. Moi, je suis pas du tout une fan de combat, que ce soit dans l'espace ou sur Terre, c'est pas mon délire. Et je trouve que Sanderson, pour le coup, il fait ça toujours très bien. C'est toujours très cinématographique, très clair. Vous avez des images assez précises de ce qui se passe et ça fonctionne très très bien. On a des pointes de technologie sans que ce soit extrêmement complexe. C'est même plutôt simple à comprendre. Vraiment, c'est pour moi un très très bon compromis si vous voulez vous lancer dans dans une grosse saga de science-fiction addictive qui fonctionne très bien. Skyward, pour moi, c'est tout trouvé, tout choisi. C'est pas un coup de cœur absolu, c'est pas ce que je préfère de l'auteur, mais je trouve que ça fonctionne très bien et c'était une très très bonne lecture. Nous allons changer totalement de sous-genre de science-fiction puisque je vais vous parler maintenant d'une duologie de novellas dont j'ai parlé à de nombreuses reprises, mais je pense que cette duologie a sa place ici, d'une part parce que plein de gens sont arrivés entre-temps, entre le moment où j'ai lu le tome 1 puis le tome 2 où j'en ai parlé, donc c'est bien d'en reparler, et puis parce que c'est compliqué de faire un top science-fiction pour débutants entre guillemets sans parler d'Histoire de moine et de robots de Becky Chambers. Histoire de moine et de robots, c'est une duologie de 2 novellas, c'est très court, c'est très concis, c'est très particulier, puisque ici on va suivre Dex, qui est un adelphe, qui est moine et qui, au tout début du 1, se remet un petit peu en question, remet un peu en question sa vie, se rend compte que sa vie ne lui convient plus et qu'elle a envie de changer de manière de pratiquer, de manière de travailler et donc elle va se remettre en question, recommencer un apprentissage pour devenir moine de thé et les moines de thé c'est assez génial puisqu'ils sont dans des espèces de petites roulottes et ils se baladent à travers le pays, c'est assez flou, on ne sait pas exactement ce que constitue le territoire mais ça n'a pas grande importance. Et donc, ils vont de village en village, offrent et proposent le thé aux gens, et en même temps de proposer du thé, eh bien, ça permet d'échanger, de discuter, de communiquer et de détendre, de soulager les gens de leurs problèmes plutôt de vie du quotidien, de leurs problèmes, de tout et n'importe quoi en fait, de ce qui ne va pas dans leur vie, plutôt d'un point de vue psychologique, moral. C'est donc ça les prémices de l'histoire, je ne vous en dirai pas trop plus, je pense qu'il faut vraiment le découvrir, mais ce que je trouve absolument génial dans cette duologie, c'est que c'est de la science-fiction extrêmement positive, et je vais expliquer parce qu'on s'entend, aujourd'hui on dit science-fiction positive à toutes les sauces, c'est positif parce que c'est une société qui a connu l'apocalypse, j'ai envie de dire, voilà, on est dans du post-apo, mais très 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 loin dans le temps, et donc l'humanité a réussi à reconstruire quelque chose, et c'est assez bien exploité, on en parle plus dans le 2 de la reconstruction sociale, mais c'est bien exploité puisque maintenant les humains sont conscients de l'importance de ménager la nature et donc ils se sont accordés certains endroits pour vivre dans le respect de la nature et la plus grosse partie de la nature reste sauvage, inexplorée, l'humanité n'a pas le droit d'y aller, enfin en tout cas c'est fortement déconseillé et il n'y a plus de route, il n'y a plus rien, on laisse les animaux faire ce qu'ils ont à faire, les plantes faire ce qu'elles ont à faire et c'est en fait dangereux d'aller dans tout ce qui sort un petit peu des infrastructures humaines. Ça c'est quelque chose pour moi qui est très positif bien évidemment et c'est aussi très positif parce que ça propose des alternatives et d'autres solutions par exemple à la monnaie, à la manière de travailler, à beaucoup de choses en fait et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je trouve à mon sens très positif. C'est aussi très positif par le rapport entre les humains qui a beaucoup évolué, non pas que tout le monde s'aime et que tout le monde s'entende bien, mais on a une manière d'aborder les conflits, une manière de discuter, d'échanger, de communiquer qui est positive, qui est différente, où on privilégie le fait de respecter autrui déjà, et de respecter ses sensibilités, etc. Donc bref, c'est positif dans tous ces aspects-là, en fait, dans tous les aspects de l'humanité évoluée, qui a enfin compris et qui a tout fait pour changer. On a un petit peu de technologie, malgré tout, c'est assez intéressant d'ailleurs ce qui est proposé aussi en termes de technologie, et on a surtout en fait une espèce de conte philosophique où on va avoir un deuxième personnage qui, sans grande surprise, est un robot, c'est dans le titre, qui va réapparaître après je ne sais plus combien de temps sans que les robots aient interagi avec l'humanité, et qui va poser une question à Dex, et tous deux vont chercher auprès de différents villages la réponse à cette question. Et donc c'est un côté conte philosophique. Ne vous attendez pas à de l'action, ne vous attendez pas à quelque chose où il se passe
mille et une choses, ça n'est pas du tout le cas. Ça a vraiment ce côté conte philosophique, ça a vraiment cet aspect très contemplatif où on regarde la manière dont vivent les gens. Chaque village a un petit peu ses coutumes, sa façon de faire. Certains villages sont dans la technologie, vivent avec la technologie, d'autres la refusent totalement et sont retournés peut-être à une manière de vivre un petit peu plus primitive entre guillemets. Donc voilà, on contemple la manière de vivre de chacun. Il y a des villages qui sont dans les arbres, il y a des villages qui sont très classiques, enfin on regarde tout ça, on observe les différents individus qui constituent ces petites sociétés, ces petites communautés, on échange avec eux et on voit différentes manières de vivre et des manières de vivre vraiment, vraiment très différentes. On a des familles plutôt classiques comme nous on peut les connaître, on a des familles avec 2, 3 paires de parents qui sont plus ou moins tous ensemble, enfin vraiment il y a plein de façons de vivre, plein de façons d'être, de penser différentes et c'est en ça que c'est très réussi, ça fait du bien. Donc si vous cherchez de la science-fiction qui est ce côté un petit peu futuriste, qui est ce côté un petit peu technologique aussi, mais qui est beaucoup plus basé sur le contemplatif et la réflexion, vraiment c'est une excellente duologie, ça fait du bien, c'est très doux, c'est très confortable, c'est très réconfortant, ça se lit vite, c'est assez simple à comprendre, il n'y a pas de difficulté majeure je pense, et ça se relie aussi à l'envie parce que ça fait une centaine de pages à chaque fois et que vraiment ça va tout seul. Troisième proposition que je vais vous faire ici, c'est aussi une novella, mais on change encore une fois totalement de genre. Puis ici on va plutôt être sur, je pense qu'on pourrait dire, une sorte de planète opéra. C'est un petit peu particulier. C'est Le Dernier des aînés d'Adrian Tchaïkovski, novella que j'ai adoré, que j'ai découvert avant sa sortie en août 2023, qui pour moi est une pépite que j'ai adorée, qui était un coup de cœur absolu. Le Dernier des aînés, c'est en fait de la science fantasy. Donc ça peut être intéressant aussi si vous êtes familier de la science-fiction, d'attaquer peut-être avec cet écrit-là qui permet de mélanger et d'avoir deux points de vue. Un point de vue qui serait plutôt de la fantasy, plutôt une perception magique des choses, et un point de vue plutôt scientifique, donc plus SF de la même chose. Donc c'est pas plutôt intéressant, je pense, si on est habitué à la fantasy. Et donc l'histoire du Dernier des aînés, c'est qu'on est sur une planète où vivent des peuples qui sont somme toute assez primitif, je pense qu'on peut dire, dans le sens où on est plus ou moins dans quelque chose de médiéval. Voilà, c'est assez basique et il y a un problème qui va se poser, une espèce de créature qui détruit, qui tue les gens, je ne sais plus très bien. Et la princesse, la dernière princesse, je crois, de la fratrie de ce royaume, va aller solliciter le dernier des aînés, qui est un espèce de sage qui vit retiré, qui vit seul, qui est extrêmement vieux puisqu'il était déjà là du temps de la grand-mère ou l'arrière-grand-mère de la princesse. Et il avait fait un pacte avec sa grand-mère ou son arrière-grand-mère en disant si un jour il y a quelque chose qui ne va pas, revenez me voir et je vous aiderai. Donc la princesse prend son courage à deux mains, grimpe la montagne avec son acolyte, va toquer à la porte et demander de l'aide au fameux Dernier des aînés. Ce qui est très intéressant, c'est que on va vraiment avoir une construction totalement double, en totale dualité, puisque d'un côté on va avoir tout le point de vue de la princesse et de son acolyte qui voit ce qui se passe et qui interprète ça et voit ça comme de la magie, et l'autre chapitre c'est le point de vue de ce fameux sage, de ce fameux Dernier des aînés qui lui vient de la Terre, a été mis là en tant qu'anthropologue, est censé observer l'humanité avec tout un groupe d'individus, de scientifiques, comment l'humanité se reconstruisait sur cette planète, etc., etc., après avoir oublié les sciences, les technologies et tout ça. Et donc lui a des explications scientifiques, logiques à tout ça, et l'écart entre les deux individus en termes de connaissances scientifiques est tellement grand que en fait toute la nouvelle repose sur le fait que toute technologie trop évoluée pour quelqu'un semble être de la magie. Et c'est absolument incroyable, c'est hyper bien fait, c'est hyper intelligent. Et au-delà de cet aspect-là autour de magie, science, etc., il y a tout un côté santé mentale qui est abordé, qui est très bien fait. C'est une thématique que Tchaïkovski aborde beaucoup. Il a une formation de psychologue et ça se sent dans sa manière d'aborder la santé mentale. C'était hyper intéressant, c'était vraiment... C'est très court, ça se lit très bien, c'est très facilement compréhensible je pense. C'est une très bonne porte d'entrée, non seulement pour les écrits de Tchaïkovski qui sont quand même assez complexes je trouve de manière générale, alors que là ça l'est beaucoup moins. Et c'est aussi une très bonne porte d'entrée pour la SF
parce qu'il y a ce prisme de fantaisie qui s'intercale et qui fonctionne extrêmement bien. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré cette nouvelle, c'était génial. Et un petit peu dans le même genre, si jamais ça vous tente, on a aussi un autre Brandon Sanderson qui fonctionne un petit peu sur le même principe, et je ne vais pas développer, c'est juste, je vous suggère ça, je vous laisserai faire vos recherches. C'est un de ses projets secrets, puisque c'est le sorcier frugal, Manuel du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. Voilà, c'est très dur avec tous les mots. Ça fonctionne un petit peu sur le même principe et c'était aussi très très chouette, mais c'est beaucoup plus long, ça reste très abordable, très addictif, mais je vous laisse vous renseigner. Si jamais ça vous intéresse, je vous recommande quand même en priorité de découvrir Adrian Tchaikovsky, qui est sûrement un de mes auteurs préférés depuis que je l'ai découvert. Dernière science-fiction que je souhaiterais vous recommander, c'est la science-fiction un peu particulière, c'est peut-être pas le plus science-fiction de ma sélection, mais ça fonctionne plutôt pas mal, puisqu'on est dans la science-fiction un peu historique. Et je pense aux Chroniques de Sainte-Marie de Jodi Taylor. J'ai lu les 2 premiers, je crois. J'ai pas continué, mais j'aimerais bien continuer. Puisque là, l'histoire de base, c'est qu'on est dans une espèce d'université qui a un département de recherche très particulier, qui est très secret, on sait pas trop ce qui s'y passe, et notre personnage principal va y être intégré et va apprendre que dans ce département de recherche, on retourne dans le passé. On fait un gros travail de préparation en termes de costumes, etc., etc. Et sous certaines conditions, grâce à des machines, on envoie des équipes à certaines époques, à certains événements précis pour observer ce qui se passe et pouvoir rapporter l'histoire la plus vraie possible avec un grand V de visu, en fait, tout simplement, et démêler ce qui est faux, ce qui n'est pas sûr, démêler un petit peu les retours des historiens qui auraient pu être influencés par leur avis, enfin voilà. Et donc, dans chaque volume, a priori, on va dans une époque et on suit une histoire particulière avec tout un contexte historique particulier. Si vous aimez les romans historiques, c'est génial parce que c'est vraiment, on replonge dans le tome, alors dans le tome 1 je sais plus trop, mais c'est un peu particulier parce que c'est un peu la mise en place, mais dans le tome 2 on retourne à l'époque de Mary Stuart, et vraiment je pense que c'est un peu comme ça à chaque tome. Il y a un gros fil rouge, je pense, de tome en tome avec un espèce de grand méchant qu'on retrouve, et tout ça évolue au fur et à mesure. Je crois qu'il y a 10 tomes à cette saga, ou 11 tomes, c'est énorme, mais ça fonctionne très bien, vraiment. C'est pas incroyable, c'est pas exceptionnel, c'est pas un coup de cœur absolu, mais c'est hyper distrayant, c'est hyper chouette, et quand on aime bien l'histoire, quand on aime bien lire des romans historiques, ce genre de choses, vraiment, ça se mélange de science, de science-fiction, et tout ce que ça implique aussi autour. Ça veut dire, comme je vous disais, les connaissances en termes de langue, parce qu'on peut pas retourner dans une autre époque sans parler la langue, sans parler correctement la langue, ce que ça implique en termes de costumes, ce que ça implique en termes de connaissances, enfin, c'est vraiment hyper distrayant, ça fonctionne extrêmement bien. J'ai beaucoup aimé, de mémoire, le 1 était pas incroyable, enfin j'avais trouvé ça sympa, mais c'était pas exceptionnel. J'avais beaucoup plus aimé le 2 parce qu'on allait dans 2 époques, je crois que ça commence au moment de Jack l'Éventreur et ensuite on est plutôt sur Mary Stuart, et ça avait hyper bien fonctionné, c'était vraiment très chouette, très plaisant. Il y a une espèce de petite romance en plus, si jamais ça vous tente. C'est pas du tout le cœur de l'histoire, c'est pas le plus important, c'est là, voilà. Au cas où, je vous le dis, et vraiment, c'est très sympa. On n'est pas trop dans le détail des aspects scientifiques, mais on parle un petit peu de comment fonctionne ces voyages dans le temps, on parle un petit peu de comment fonctionnent les espèces de vaisseaux de capsules qui permettent de retourner dans le passé, et aussi des conditions pour que ça fonctionne, de ce qui se passe si on est blessé sur place, enfin voilà, et de tout ce que ça implique aussi en termes de maladies, de ramener des maladies potentiellement, enfin, il y a vraiment tout cet aspect très pragmatique, que moi j'aime beaucoup, que je trouve très plaisant. C'est peut-être même une des choses que je préfère, la préparation, parce que moi qui aime bien les choses un peu cohérentes, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Donc on est dans de la science-fiction assez légère, c'est pas la plus grosse SF que vous pourrez trouver, mais c'est aussi une façon, je pense, d'entrer dans le genre, parce qu'il y a certains éléments, je trouve que ça fonctionne assez bien. Les voyages dans le temps, c'est toujours un peu casse-gueule à mon sens, et là ça fonctionne plutôt pas mal, c'est assez cohérent. Donc bref, c'est une saga que je trouve très sympa. Encore une fois, c'est pas le coup de cœur de l'année, mais c'est très très sympa. Bref, c'est tout pour ces 4 premières propositions. J'en ai 8 en tout à vous faire. Si ça vous tente, je vous ferai une deuxième vidéo sur le sujet. Comme j'aime bien développer un petit peu, je préfère en présenter peu et le faire une deuxième fois plutôt que aller trop vite. Je trouve ça un peu dommage, mais dites-moi ce que vous en pensez. Donc si jamais ça vous tente, je pourrais toujours en refaire une deuxième. J'ai d'autres pépites à vous présenter, des livres que j'ai beaucoup aimés. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire les livres de science-fiction que vous pensez être
accessibles, que vous pensez qui peuvent fonctionner quand on débute en science-fiction, quand on n'est pas très à l'aise avec le genre, où il n'y a pas trop de jargon complexe, de choses trop complexes. Je tiens quand même à rajouter que moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est très à l'aise avec la science, avec les mathématiques notamment, mais petit à petit, à force de lire de la science-fiction, je commence à, alors je dirais pas comprendre tout, loin de là, mais en tout cas me familiariser avec certains concepts et à apprécier ça. Donc si vous avez peur d'y aller parce que vous n'aimez pas les maths, parce que vous n'aimez pas la physique, ça veut rien dire. Je pense c'est un peu compliqué à faire parce qu'on a été un petit peu formaté au collège-lycée sur il y a les littéraires, il y a les scientifiques et on nous a vraiment bien séparés. Mais en fait, on se rend compte quand on sort de ce contexte scolaire qui est un espèce de gros carcan, un gros cube, une grosse boîte dans laquelle il faut rentrer ou pas, que c'est beaucoup plus fluide que ça en fait, entre les domaines. Donc je vous recommande, si vous avez des appréhensions par rapport à ça, à essayer quand même, à laisser tomber vos appréhensions parce que je vous garantis que vous serez très probablement les premiers surprises. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!